De retour dans la tranche info sur Canal 10, place maintenant à l'échange et au débat dans notre focus. Et comme je vous l'annonçais en début d'émission, ce soir nous allons parler des métiers du bois. Et à cet effet, je reçois Patrick Mangot, président de l'association des métiers du bois de Guadeloupe. Bonsoir Monsieur Mangot. Bonsoir Harold. Vous êtes venu accompagner ce soir de Yolande Eliezer, qui est créatrice à Tropique Hélène et aussi secrétaire de l'association des métiers du bois de Guadeloupe. Bonsoir Madame Eliezer. Bonsoir Harold. Nous avons également Daniel Colli, directeur technique à Tradicaz. Bonsoir. Bonsoir Harold. Et pour finir, nous avons Julien Souilla, artisan en Golette. Bonsoir monsieur, bonsoir Daniel et bonsoir la Guadeloupe. Et il faudra nous expliquer effectivement c'est quoi les golettes. On parlera plus spécifiquement de votre spécialité un peu plus tard. Avant de parler justement de vos spécialités respectives, j'aimerais qu'on entame d'abord un petit débat sur la ressource. J'avais reçu monsieur Mangot l'année dernière qui m'avait un petit peu choqué en me parlant effectivement de cette grosse réserve de bois précieux qu'on a dans la forêt guadeloupéenne. Il y avait des problématiques sur la récupération du bois au moment où on en avait parlé l'année dernière. Déjà, est-ce que vous pouvez rappeler aux téléspectateurs le volume de bois disponible dans cette forêt et nous dire si on avance sur la récupération de ce bois avant qu'il ne pourrisse? Oui, on parlera surtout du mahogany. C'est l'un des essences le plus nombreux que nous avons dans la forêt. Nous avons plus de 4000 hectares de mahogany. On parle du mahogany grande feuille, qu'on appelle acajou des Antilles. D'accord? Nous avons mahogany petite feuille aussi. Et de ces deux essences de mahogany, aujourd'hui, nous avons vu la naissance de naissance hybride. Ah, donc on a même un mahogany hybride. Ah oui. Mais il est bon ou... Il est bon, il est vraiment bon. Le meilleur, c'est le mahogany petite feuille. Mais le mahogany grande feuille, c'est une essence que nous avons en grande quantité. Nous avons plus de 1400 hectares de mahogany qui est arrivé à maturité, qu'on doit pouvoir exploiter. Et c'est l'un des bois les plus chers en Guadeloupe. C'est une richesse qu'on peut exploiter. Si on arrive à organiser la filière bois comme il se doit, c'est des milliers d'emplois que nous allons pouvoir créer autour de cette filière. Et des millions d'euros que l'on peut générer? À des millions. Est-ce qu'on peut avoir une idée des tarifs que peuvent représenter justement ce bois précieux? Moi, je vois par exemple les fournisseurs de bois, les gaz enseignes que nous avons ici. Hein, un seul fournisseur de bois arrive à écouler plus de 60 000 m3 de bois dans l'année. On vend 60 000 m3 en Guadeloupe? Du bois importé. Quand même. D'accord? Quand même. Donc il y a un gros marché quand même. On a un gros marché, 60 000 m3 de bois. Nous n'utilisons même pas 200 m3. Nos artisans n'utilisent même pas 200 m3 de bois. En local? En local. Par an? Par an. C'est parce que ce n'est pas vraiment organisé. Donc il y a un marché de 60 000 m3 disponible et oui. vous vous occupez... Quand je parle de nos artisans, je parle des menuisiers, des ébénistes. D'accord? Et pourtant, il y a un véritable savoir-faire. C'est vrai, au niveau de la charpente, on en consomme beaucoup, mais que du bois importé. Alors que dans nos forêts, nous avons du mahogany, nous avons du bois de rose, nous avons du cobaril, nous avons toutes ces essences-là. Alors, on a un constructeur de maisons, justement, sur le plateau. Monsieur Mangot nous disait hier que c'est sûr qu'on n'a pas suffisamment de bois pour refaire tout le patrimoine immobilier de Guadeloupe, ça c'est sûr. Mais en termes de construction, est-ce qu'il y a vraiment un avenir là-dessus? Alors, personnellement, je pense que le bois local, c'est un matériau de luxe. Ah, bon. Il faut le traiter comme un matériau de luxe. C'est-à-dire? On ne va pas en faire n'importe quoi. On va faire du mobilier. Le cobaril, en effet, il est apte à être utilisé en charpenterie. Mais le mahogany, c'est surtout en ameublement mobilier. D'accord. Donc les bois, voilà. ce sont des bois précieux et semi-précieux. D'accord. Donc ce sont des bois qu'on ne peut pas utiliser en charpenterie. Ce sera uniquement en mobilier. D'accord, d'accord. Mais le cobaril, oui. Le cobaril pourrait facilement être utilisé
pour les constructions de maisons en bois rouge. Et on a du cobaril disponible Et ici? on a du cobaril disponible. Bon, on a tout ce qu'il faut alors. On a tout ce qu'il faut, mais comme le disait si bien mon collègue, la filière n'est pas organisée. Donc, reste à l'organiser, reste à la mettre en place de façon à ce qu'on puisse avoir la possibilité aussi de bénéficier de ce bois. Parce que si, on en discutait l'an dernier, si vous ne le prenez pas, il y a les 1400 hectares qui sont déjà prêts, qui sont déjà matures. D'autres sociétés internationales, peut-être nationales, ou en tout cas étrangères, sont déjà en train de lorgner dessus. Peut-être que ça se fait déjà. Moi, je dis que ça se fait déjà. Ça se fait vraiment. Et ça, on va beaucoup plus loin. Il y a aussi déjà du bois-connage. Il y a aussi des conteneurs qui s'en vont pendant que nous faisons de la fête. Tout à fait. Il y en a qui partent avec ce bois précieux. Puisque c'est disponible là. C'est disponible, mais il y a une organisation, ils arrivent à rentrer de la forêt, je ne sais pas avec quelle complicité, mais ce bois part parce que nous avons vraiment une véritable richesse. Ce bois est un bois vraiment précieux, comme disait le collègue, où aujourd'hui, il faut vraiment s'organiser et ne pas laisser filer cette richesse. C'est pour ça que nous sommes dans la transmission du savoir-faire. Parce que pour pouvoir extraire ce bois dans la forêt, on ne peut l'extraire qu'avec le savoir-faire ancestral et avec la nouvelle technologie. À réussir à combiner les deux. Tout à fait. Parce que bon, il n'y a pas de chemin qui est tracé effectivement pour rejoindre la forêt et la partie boisée. Donc, il faudra arriver à coupler les deux. Ça demande des moyens, ça demande des moyens, mais c'est possible. Le plus important, c'est l'organisation. C'est pas possible, c'est nécessaire. Nécessaire, mais c'est possible de le faire et c'est nécessaire de le faire. Il faut absolument qu'aujourd'hui, que nous arrivons à maîtriser la production, la transformation et la distribution. Ce bois, nous pouvons l'importer. Ne pas importer ce bois, l'exporter. Nous pouvons exporter ce bois, ne pas l'exporter juste le bois tel qu'il est. Il faut pouvoir la transformer parce que c'est un bois vraiment de luxe. À travers le monde, l'un des bois les plus chers, quand on parle du mahogany, c'est acajou des Antilles, 50 000 € le mètre cube. 50 000 €. 50 000 € le mètre cube. C'est énorme. D'accord? Moi, j'ai été à Ussel, j'ai négocié ce bois, on a mis un peu la charrue avant les bœufs, on a négocié, on a beaucoup de demandeurs, même des Japonais. Donc, vous avez déjà la demande, mais il y a le problème, filière pas organisée, on récupère pas, donc on peut pas livrer. Voilà. Voilà. Et aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place des formations de transmission. Nous avons des jeunes, ce qui est bien, c'est que les jeunes s'intéressent maintenant. Des jeunes en fin de formation sont venus dans notre entreprise. Il y en a d'autres qui ont pu ouvrir leur propre entreprise en auto-entrepreneur. Nous avons des femmes, telles que... Il y a aussi Madame Eliezer qui s'est intéressée maintenant à la filière. Elle produit aussi du bois, mais nous avons aussi des femmes qui ont créé leur propre entreprise après avoir été formées. Et c'est pour cette raison que nous avons pu voir aussi avec la Chambre des métiers, de manière à ce que nous puissions former les chefs d'entreprise qui sont en fin de carrière, parce qu'ils sont épuisés, fatigués, ils ont le matériel, ils sont prêts à être formés pour être des formateurs, pour pouvoir former des jeunes, de manière à ce que ces jeunes-là puissent intégrer leur entreprise ou créer leur propre entreprise. La filière bois est vraiment une filière d'avenir. Ah non, mais moi, sincèrement, moi, on va peut-être parler d'une petite formation pour moi, parce que 50 000 € le mètre cube, bon, il faut aller le chercher quand même, ça va être pas évident, il faut le transformer, mais quand même, on parle de 50 000 € sur 1 mètre cube de matière première, quoi. Donc, c'est quand même... Oui. Sachant qu'un arbre peut fournir plus d'un mètre cube. Oui, mais c'est énorme, c'est une grosse manne financière, quand même. L'avantage que nous avons, c'est que ce mahogany, il n'est pas endémique de chez nous. Mais il a été planté par les ancêtres romains. Il a été planté, oui. Il n'est pas endémique, mais dans d'autres contrées, il a été surexploité. Il était protégé chez nous. C'est ce qui donne la valeur ajoutée. Et puis surtout, aller le chercher. Nous avons des forêts, on a des crevasses, on a des falaises. Donc, ça demande une technicité, c'est-à-dire des câblements et aussi la partie de l'ONF où ils vous disent que eux, vous ne pouvez pas faire de coupe sèche et de coupe blanche dans leur forêt. Il faut sélectionner le bois et aller le chercher. Donc c'est l'ONF qui dit un peu qu'est-ce qu'on peut couper, qu'est-ce qu'on ne peut pas couper dans la forêt. Mais les 4000 hectares de mahogany que nous possédons sur notre territoire ne se trouvent pas que sur le territoire de l'ONF. Hein.
on a les propriétaires de forêts privés. Oui, mais c'est quand même assez paradoxal. C'est parce que la ressource, c'est les ancêtres qui l'ont plantée. Techniquement, c'est pour approvisionner la filière bois guadeloupéenne. Que l'ONF ait une vue dessus, on peut comprendre. Mais techniquement, c'est aux artisans du bois de le récupérer, puisqu'il est là pour ça. Je le redis, nous ne sommes pas organisés. D'où Mais, l'importance de l'organisation. voilà. Même quand on parle des propriétaires de forêts privées qui sont supérieurs à l'ONF, leur surface est beaucoup plus importante. Les propriétaires de forêts privées. Ah, ils sont à 52%. Et Comment ça, l'ONF n'est privé à 48%. On ne parle pas de forêt départementale ou domaniale, là. Non, Forêt privée. privé. On a des forêts privées. Mais bien sûr. Ah, parce qu'on veut privatiser la forêt. Non, moi j'apprends. On veut privatiser la forêt. Non, c'est pas ça. On a des C'est une propriétaires. parcelle de terre qui appartient à un propriétaire Oui. sur laquelle il y a des forêts. Ce sont des parties de la Guadeloupe, en gros, qui ont été surpeuplées de mahogany, de poirier, d'acajou, de coubaril, et qui sont restées des années, qui ont grandi, qui ont grossi, et Parce qui qu'on sont parle de- d'arbres qui ont d'arbres été plantés depuis 80 ans. majestueux. Oui. Oui, 70 Oui. ans, 80 années, oui. Du coup, ces arbres-là ne demandent qu'à être exploités, puisque de toute façon, un arbre grandit et à un moment donné, son voisin, son frère, va le déranger. Il faut pouvoir couper de manière correcte, mais il faut pouvoir couper de façon à aider les arbres plus petits à prendre la place des plus grands. Puisque la forêt, Voilà. il faut lui permettre quand même de se régénérer. On va fonctionner dedans, certes, mais on doit lui permettre de se Donc, régénérer. pas à n'importe quel prix, coupé à n'importe quel prix, mais de façon ancestrale, de façon correcte, savoir qu'est-ce qu'on abat et qu'est-ce qu'on garde. Vous Ça, c'est n'êtes pas important. pour ratiboiser la forêt, on est d'accord? Non. Vous êtes pour le faire. On est pour le prélèvement, simplement. Donc, l'ONF, vous êtes déjà en dialogue avec l'ONF à ce sujet? Oui, on est en discussion. Bon, Ça a l'air d'être compliqué. Quand oui, vous dites d'accord. c'est vraiment compliqué. Mais comme disait le collègue, c'est vrai, le bois arrivé à maturité, il finit par pourrir. On le perd. C'est ça. C'est ça. D'où la nécessité de l'exploiter. D'accord? Donc, moi, Il y a une date limite. C'est pas comme si on peut se permettre. Bon, Ah, non, ils non, vont non. continuer à pousser pour certains, mais il y a un taux qu'on va perdre. Dans tous les cas, puisqu'il De est toute déjà façon, arrivé à on maturité. arrivera à l'exploiter. Oui, on ça, est c'est sur pas la- grave. on est sur la Mais route, ouais. J'ai vu une opération il y a quelques mois de ça, si ma mémoire est bonne, c'était du côté de Petit-Bourg. On avait le maire de Petit-Bourg qui était justement en partenariat, je crois, avec l'ONF et qui commençait à attribuer, enfin, ils étaient dans une distribution d'arbres justement qui étaient prêts à l'abattage. Ça, c'est exceptionnel, ça arrive une fois comme ça ou bien ça commence à se faire de plus en plus? Je ne peux pas aller dessus parce qu'on n'a plus vent de tout cela. On a entendu parler, mais on n'a plus vu vent de tout cela. Je peux intervenir? Bien sûr, bien sûr. Je suis aussi artisan du bois. J'ai été ébéniste à un certain moment, donc je connais un peu la filière locale. Et je suis aussi collègue de scieur de long. C'est un métier que j'ai pratiqué aussi quand j'étais jeune. Donc, j'ai eu l'occasion de discuter et de savoir un peu comment ça fonctionne. Effectivement, comme vous l'avez dit, l'ONF, à un moment donné, pose des attributions. Et vous posez votre candidature avec un montant pour 1 hectare, 2 hectares, 3 hectares, un lot, on dit. Et si vous arrivez à passer, donc si vous obtenez le meilleur prix, comme on dit, et systématiquement, ce lot vous est attribué. Par contre, quand il s'agit de l'ONF, systématiquement, l'ONF a des contraintes. On ne peut pas rentrer avec des machines, il faut faire de manière vraiment artisanale. Comme si on chargeait le mulet pour prendre le Donc bois là, et c'est quoi? C'est des l'enlever. bœufs qui devraient Entre guillemets. traîner les tonnes de bois? Voilà. Parce qu'on n'a pas le droit de dénaturer la nature, ou du moins la partie de l'ONF. La partie qui est arborée et la partie qu'elle nous donne à exploiter. Donc, en gros, C'est particulier parce que- on nous attache un peu, on nous donne, mais on nous attache les mains dans le dos, en gros. Donc on vous dit, Un peu, c'est là, c'est c'est un peu ça. disponible. Vous pouvez, mais vous pouvez pas. Donc, il y a énormément de scieurs de long locaux
qui refusent ou alors qui sont plus ou moins, comme on dit, le dos au mur et ils ne peuvent pas faire grand-chose parce qu'on leur empêche de faire un certain nombre de choses. À moins qu'ils soient bien outillés, à moins qu'ils aient des infrastructures nécessaires pour ça. Sinon, s'ils sont de simples scieurs de long, c'est pas évident pour eux. Donc c'est petite question, puisque vous êtes dans le milieu, puisque l'ONF contrôle, mais qui contrôle l'ONF? Puisqu'ils prélèvent du bois aussi. L'ONF, c'est qui, au fait? Vous savez qui c'est, l'ONF? Comment ça? C'est une structure de l'État. Oui, oui. Ben voilà. Oui, oui. Vous avez répondu. Il a donné Mais il n'y a pas de contrôle, puisqu'on n'a pas de chiffres. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils prélèvent. Voilà. Donc, alors, d'où l'intérêt de se structurer. Je le dis, il faut qu'on arrive à se structurer. Il faut qu'on arrive à prendre, j'aime pas trop ce mot, mais prendre le pouvoir sur ce point-là. Et faire les choses, proposer des choses qui soient concrètes. Puisque effectivement, voilà, on a la base, on a la matière, on a les choses là. Elles sont là. Elles ne demandent qu'à être cueillies. L'arbre, il est chargé de fruits. En fait. On demande qu'à l'exploiter. Mais encore faut-il qu'on soit organisé. C'est l'union qui fait la force, n'oublions pas. Alors, des femmes, justement, rejoignent la filière. Est-ce que, de votre sentiment, on progresse? Au niveau de la filière? Oui. Soyez sans pitié pour M. Mango. Hein. Non, Allez-y, hein. c'est plutôt, effectivement, comme il a dit, c'est plutôt compliqué, difficile. Mais heureusement, il existe encore des bûcherons à qui on peut s'adresser pour avoir du bois, notamment du mahogany. Et donc, moi, j'utilise le mahogany pour mes créations ou le courbaril. Et donc, vous faites appel à votre bûcheron? Voilà, tout à fait. Tout à fait. On a, par exemple, Didier Luce à Pointe-Noire. Donc, je m'adresse à lui pour acheter du bois. Quand elle dit bûcheron, elle parle de squat. Voilà, oui. Ouais. Mais j'aime bien qu'elle appelle bûcheron. C'est pas mal, c'est pas mal. Donc, effectivement, donc, pour vous approvisionner, vous avez quelques contacts. Oui. Il a toujours du bois ou des fois c'est compliqué? Alors, par moment, effectivement, ça peut être compliqué. Il peut y avoir des périodes où on va vous dire qu'il n'y a pas de mahogany ou il n'y a pas de courbaril. Alors que c'est là. En ce moment, oui, effectivement. C'est vraiment paradoxal. Oui, désolé, mais... Non, mais c'est vraiment triste. Hein. Moi, je trouve cette situation très triste pour la Guadeloupe parce que, parallèlement, on est inondé avec du bois qui vient de l'extérieur et on nous empêche... voilà, il y a toutes sortes de raisons pour empêcher les Guadeloupéens d'utiliser le bois de la forêt. Qui est de meilleure qualité. Hein. Et qui est de meilleure qualité, exactement. Donc petit à petit? Petit à petit, ou sinon peut-être qu'on devrait faire comme nous faisaient nos ancêtres, hein, c'est à dos de mulet, quoi, voilà. Et pour faire sortir le bois de la forêt. Ils sont quand même épais. Hein. Un mahogany, c'est quand même très costaud. Mais vous savez, à Pointe-Noire, c'est ce que... Alors j'ai eu l'occasion de rencontrer une dame centenaire et elle m'expliquait, c'est comme ça qu'elle a construit sa maison avec son mari, c'est-à-dire dans la forêt, tu coupes l'arbre et en fait tu fais les planches tout de suite et tu descends les planches jusqu'à l'endroit où tu construis ta maison. C'est vrai qu'il peut y avoir le travail de transformation peut-être directement sur place, tout à fait. Mais il faudrait que l'ONF donc valide le montage de petits ateliers en pleine forêt, comme le leur à Goyave par exemple. Par exemple. Puisqu'ils ont un petit atelier à Goyave, il faut le rappeler. Exemple. Donc ce serait pas mal de transformer peut-être sur place et éviter un trop gros transport avec... en tout cas, vous avez déjà les idées. Oui, on a des idées, ça c'est vrai, nous avons des idées. Monsieur Chouina, vous aussi vous êtes artisan du bois, vous travaillez la golette. Oui. Est-ce que vous avez des problèmes d'approvisionnement en golette? Déjà, c'est quoi la golette? Alors la golette, c'est un arbre. On va dire que c'est un arbre. Voilà, on le coupe, on le nettoie, on le prépare. Et puis on le travaille, on fait des tresses, on tresse, voilà. Et puis ça nous donne quelque chose. Donc un bois particulier? Eh bien oui, moi je travaille avec précisément le bois le bois d'aine, le merisier et aussi la chandelle. Merisier, chandelle? Merisier, chandelle et bois d'aine. C'est ce que je trouve le mieux, le plus facilement à Marie-Galante, parce que je suis de Marie-Galante. Voilà. Donc tu vas chasser ton bois tout seul? Oui, je vais chercher mon bois tout seul. Pour le moment, je ne trouve personne. Ou alors, et aussi, bien que, même si j'en trouvais, j'aurais peut-être une petite réticence. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui est assez prenant, difficile, dangereux.
Et si j'amène quelqu'un avec moi, il faudrait qu'il soit peut-être déclaré, je ne sais pas. Si quelque chose lui arrive, donc il est à mon compte. Il peut perdre un œil, il peut tomber, perdre un œil, se péter une jambe, tout ça, c'est assez difficile. Voilà. Donc ça demande beaucoup de précautions. Beaucoup de précautions, oui. On Voilà. n'est pas encore prêt pour ça. Voilà. Donc pour l'instant, tu le fais tout seul. Oui, je le fais tout seul, je préfère le faire tout seul. De plus, bon, on ne va pas trouver beaucoup de... Il n'y a pas de main-d'œuvre marie-galantaise, justement, qui sont intéressés, là, qui sont justement intéressés. Mais c'est peut-être parce qu'on ne va pas les déboucher. Je dis que oui, je dis que nous aussi, nous avons un travail aussi à faire. Nous les artistes, nous avons un travail de sensibilisation aussi à faire. Ne pas rester dormir non plus sur nos lauriers, veut dire, celui-là ne vient pas, celui-là ne vient pas. Il faut faire le travail, il faut aller trouver des gens compétents, il faut aller trouver des bureaux, il faut aller sonner à des portes et voir, voilà, mettre tout ça en valeur. Et je vais profiter aussi pour dire quelque chose, c'est que nous avons plutôt des exploitations forestières mal exploitées. Parce que maintenant, voilà ce qui se dit. La terre est en friche, donc on envoie un bulldozer, on prend de la canne, etc. Et le bois, on va le prendre où? Mais c'est pas sur la mer, il n'y a pas de bois sur la mer. Dans tous les donc, cas. il y a raison d'être, on doit avoir du bois chez nous. Et peut-être aussi voir, arriver à avoir des arboriculteurs. Arboriculteur. Ah ben oui. C'est quoi le rôle? Eh ben, le rôle, c'est de traiter le bois, c'est de planter le bois, organiser la plantation du bois, le suivre, etc. Mais c'est vrai Et ça. le donner On a libre. une filière de personnes qui plantent. Eh ben, moi, jusqu'à présent, non, moi, j'ai pas vu ça. Moi, j'ai pas vu ça. On parle de sylviculture, mais D'accord. Donc c'est vous-même, de temps en temps, vous plantez ou personne ne le fait? même l'ONF vous dit qu'une fois qu'il exploite le bois, il ne replante plus. C'est particulier hein, quand même. Hein. C'est très particulier. Hein. Donc, je pense qu'il y a vraiment un manque à gagner. On rejoint tout le monde là pour dire déjà, on aurait pu créer un métier arboriculteur. Eh bien, mais je pense que ça existe dans les grands pays. Ou même dans les petits, je pense que partout. Hein. Partout. Je pense que partout. Parce que la ressource en bois, c'est pas que ça fait partie quand même des matières premières les plus prisées dans tous les cas. Bien sûr que Donc oui. c'est quand même paradoxal que nous on en ait et qu'on l'exploite pas du tout en fait. Ou qu'on exploite 200 mètres cubes sur les 60 000 mètres cubes de marché que la Guadeloupe représente. C'est particulier. C'est particulier. Mais en fait, ça rejoint le problème de la production locale. Quand vous privez un territoire de ses produits, ça veut dire que vous facilitez l'importation. En fait. Mais on a l'impression vraiment que c'est pour prioriser l'importation. On limite vraiment la filière bois, puisqu'il n'aurait pas été à maturité. J'aurais dit, OK, il faut encore patienter un petit peu, c'est pas prêt. Mais là, on sait qu'il y a les 1400 hectares qui sont déjà cuits. Il en reste 2600 derrière en plus exploitables. Donc, on en a pour quand même plusieurs années à exploiter ce bois-là. Et finalement, on n'essaie même pas de le mettre en concurrence avec les bois extérieurs. On facilite l'entrée à des tarifs, je pense, moindres, puisque ce sont des bois qui sont de moins bonne qualité dans tous les cas. Et moi, je ne comprends pas qu'il n'y ait pas de politique vraiment qui soit mise en œuvre pour la récupération et pour la ventilation du bois sur toutes les sociétés, sur tous les artisans. Normalement, il devrait y avoir une politique. Vous devez être organisé en tant qu'association, ça c'est un fait, mais techniquement, il doit y avoir une politique autour de la filière bois. Tout à fait. Et surtout, là où c'est grave, c'est de voir que nous subissons l'importation, mais parallèlement, il y a l'exportation de notre richesse. Cette richesse, cette ressource qui est en train de partir. Oui, mais pas partir pour enrichir la Guadeloupe. Non, mais pour enrichir d'autres personnes. Clandestinement. C'est là que c'est grave. Parce que de toute façon, si ni on millions planqués en bois là, forcément, il y a un monde qui point. Forcément, on va pas. Non, mais on va pas se leurrer. L'association des métiers du bois s'est mise en avant aujourd'hui pour pouvoir organiser la filière. Monsieur Soula, il sort de Marie-Galante pour venir directement au niveau de l'association. C'est tout ce beau monde. Et sur l'espace, les métiers du bois. Vous avez pu le voir dans le reportage, l'enfant qui est en train de sculpter une souche de bois. C'est sur l'espace des métiers du bois. C'est un véritable village actuellement. Donc ça devient un peu le QG. Oui, c'est le QG. QG des métiers du bois.
de toute façon, chaque année, vous essayez de faire des opérations au niveau de Pointe-Noire. Il y a la proximité géographique aussi avec la forêt, puisque nous, paquet de bois, pas là aussi, il faut le dire. Donc, Pointe-Noire qui deviendrait peut-être un peu la capitale du bois. C'est la capitale. C'est la capitale. Ok, tout le monde est d'accord là-dessus, même Marie-Galante. Ok, donc, on a vu tes golettes, je crois. Hein? Oui. Il me semble qu'on a vu Oui. quelques golettes. Alors, puisqu'on va parler des métiers du bois, donc vous nous avez présenté quelques métiers déjà qu'on pourrait mettre en place ici en Guadeloupe, mais on a Madame Eliezer donc, qui fait de l'ameublement. Est-ce qu'on peut avoir l'ameublement, s'il te plaît Daniel? Avoir une vidéo sur l'ameublement, sur les meubles justement que vous créez et qui ont une particularité. Oui, tout à fait. Dites-nous en plus. Alors, J'ai déjà oublié le nom. le nom de quoi? Des petites Ah oui, les essentes. Essentes. Les essentes, voilà. Exactement. En fait, l'idée, c'était vraiment, comme on le sait, c'est les essentes avant étaient utilisées sur les cases créoles pour les protéger contre les intempéries. Et donc, c'est en désuétude, puisque maintenant tout le monde construit en dur. Et on a à Pointe-Noire le dernier tailleur d'essentes, qui est monsieur Benjamin Camoise. Et moi, mon idée, c'était vraiment de permettre, en fait, pour que ce savoir-faire puisse perdurer, de faire en sorte qu'on puisse allier tradition, modernité en créant un meuble qui reprend, en fait, les essentes. Voilà. Mais, comment dire... là, c'est un tout premier jet, c'est un tout premier essai. Et l'idée, c'est de faire aussi d'autres objets, comme des miroirs, toujours avec les essentes. Voilà. Donc, c'est ce qu'on peut voir à l'écran. Oui, tout à fait, exactement. Exactement. Des petites Donc lamelles de c'est bois. un cabinet et les portes sont faites avec les essentes, qui est un poirier gris, c'est du poirier gris. Là, c'est vrai que quand on regarde ça, on est sur un mix entre modernité et ancestralité. Voilà, exactement, c'est ça. C'est ça. Et, Et donc ça. l'idée de reprendre aussi la berceuse avec pour le dossier un motif de la feuille de fruit à pain. Voilà. Donc, il y a un travail, pas de rajeunissement, mais... Alors, pas de rajeunissement, mais vraiment de montrer qu'avec un savoir-faire ancien, on peut créer des choses modernes. Voilà, vraiment, c'est vraiment ça, Parce en que fait. il faut se le dire, nos parents, nos grands-parents étaient fans, absolument fans de meubles rouges. Oui, tout à fait. Donc ça, on en avait partout. Oui, tout à fait. Toutes nos chambres étaient équipées de meubles Oui, rouges, ça c'était oui. nécessaire. Mais c'est vrai que sur les nouvelles générations, on est très sur de nouvelles coloris, de nouvelles matières, mais des coupes un peu plus nettes, Exactement, des traits un peu plus nets, exactement. moins de sculpture. Tout à fait. Et donc, on C'est- s'adapte. voilà, justement, c'est pour ça que le meuble que j'ai fait, il est très simple. Vous voyez, moi, je ne suis pas ébéniste, j'ai pas fait de formation d'ébénisterie. J'ai un grand-père qui était ébéniste, j'ai des oncles qui sont ébénistes, mais moi, j'ai voulu vraiment rester dans la simplicité, le côté moderne, c'est-à-dire angle droit, un meuble à angle droit, fait en mahogany, et avoir juste la porte en essente. Voilà. On peut faire quelque chose de très simple, mais esthétique, et toujours dans l'ancestralité, et surtout ancré sur le territoire guadeloupéen. Et ce sera l'occasion de voir si ça plaît. Oui, C'est ça une nouvelle plaît parce que tendance. j'ai déjà eu des commandes. Alors j'ai fait justement celui que vous voyez, c'est une commande, mais le tout premier modèle, il était avec une porte, voilà, une seule porte. Voilà. Ça évolue petit à Oui, petit. ça évolue, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, on a effectivement Monsieur Souila qui travaille donc la gaulette. Et qu'est-ce que vous faites effectivement donc avec ces gaulettes? Bon, alors je peux faire des balcons. Je peux faire des balcons, des brise-vues, des brise-vents, des maisons. Oui, un peu de tout. En fait, c'est là où quoi, on peut faire. Toi, c'est sur commande. C'est Si on vient, on te commande. demande un truc et tu fais. Voilà, on me demande quelque chose, voilà, et puis je m'arrange à le faire, à le réaliser. Bon, c'est déjà une passion pour moi, quoi, déjà. De le faire. Depuis combien de temps tu travailles le bois? Ben, en fait, je connais le bois depuis, attendez, j'avais 34 ans. Et maintenant, j'en ai 36, ça veut dire qu'il y a 32 ans que je connais ce travail. Mais en fait, je m'y suis mis juste avant le Covid. Sérieusement. Oui, sérieusement. Oui, juste avant le Covid. Alors là, j'arrête pas du tout, c'est des commandes. Voilà, Alors, en fait- qui est dans ton carnet de commande? C'est plutôt senior ou bien plutôt jeune? Ah, c'est monsieur tout le monde, hein. Monsieur et madame tout le monde. Hein. C'est les juniors, c'est les seniors. Bon, les jeunes juniors, par exemple, les juniors, les jeunes mariés. Les jeunes, oui, voilà. Qui sont en mode aménagement? Oui, voilà, mode aménagement, voilà. Change tout aussi. Parfois, il y a des gens qui veulent des choses
sortons de l'ordinaire. Et nous, on va trouver ça que dans la tradition, que dans le traditionnel. Donc maintenant, on est en train de marier traditionnel et modernité. Et donc, ça prouve que la culture chez nous n'est pas stérile. On ne va pas la laisser mourir. Et pour qu'ils ne puissent pas justement nous condamner. N'est-ce pas? Parce que la culture risque de nous condamner. Oui, si nous n'en prenons pas soin, il risque de nous condamner. Et nous ne pouvons pas crier à vive voix, condamnez-moi, la culture m'acquittera. Non, il va nous tuer, il va nous enterrer. Nous devons en prendre soin. Voilà. J'aime la vision. Il faut prendre soin de notre culture. C'est un devoir. La faire évoluer, la conserver. Tout à fait, c'est un devoir. Mais la faire évoluer aussi d'autre part. Et cela passe aussi par la transmission. Il faut savoir transmettre. Et comme je dis, la balle n'est pas seulement dans le camp de celui qui attend, mais dans le camp de celui qui crée. Trouver le manière, une méthodologie d'approche. Parce qu'il ne faut pas tout le temps dire que le jeune ne veut pas. Il faut savoir s'approcher de lui. C'est ça. Donc, et moi, j'ai déjà dit, vous avez qu'à donner les montants. Hein. Donnez les montants. 50 000 € un mètre cube de mahogany petite feuille. 50K. On aura dit 50K. C'est énorme. C'est-à-dire que en peu de temps, si vous êtes performant avec une bonne activité, vous pouvez ouvrir entreprise à votre derrière, quoi. Ça peut être phénoménal. On a la construction de maisons qui se portent bien. Les maisons en bois, ça se porte bien, toujours? La construction a toujours marché, a toujours fonctionné. Le moteur de la construction, c'est un bon artisan. À partir du moment où l'artisan est consciencieux, sérieux et maîtrise son art, il aura toujours du travail. Parce que le bâtiment, c'est quelque chose. Hein. Quand on s'engage dans un projet immobilier, ça peut tourner au drame rapidement quand on n'a pas un artisan justement qui est sérieux, Voilà. Tant sur le respect de ses tarifs que le respect des délais de livraison, ça peut être très compliqué. Et donc, à quel niveau vous situez-vous? Vous êtes dans l'excellence? Nous sommes dans l'excellence, oui. Je n'ai pas peur de le dire. On me connaît. Ben, j'imagine que si vous vous permettez de dire ça là. Et je vous avouerai, je fais honneur à mes ancêtres. J'ai des deux côtés. De mon père et de ma mère, j'ai eu l'avantage et la chance d'avoir 2 charpentiers, 2 menuisiers et un charron. Donc vous étiez très bien encadré. Voilà. Mon père a été menuisier. J'ai appris de lui. Lui, il a appris de son père. Malheureusement, je n'ai pas connu mon grand-père, le père de ma mère, Monsieur Cécilia Valton. Je lui rends honneur d'ailleurs. Il a été charron. C'est quoi charron? Fabricant de charrettes à bœufs. Et il a été aussi charpentier. Donc voilà, j'ai baigné. Vous avez baigné dans le bois depuis petit. Mais ça a des l'odeur. avantages, mais ça a aussi les inconvénients. Il ne faut pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire? Je dois faire honneur à mes ancêtres, comme je vous ai dit. Ok. Donc il y a. Je ne peux faire que mieux. Donc il y a une patte. Voilà. Il y a un petit savoir-faire. Voilà. Il y a une petite touche familiale aussi peut-être. Voilà, exactement. Effectivement, mon père m'a appris à travailler avec le ciseau à bois, la scie à main. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler. J'ai été aussi sculpteur, puisqu'en fait, la filière bois, on commence à être menuisier, agenceur. Ensuite, on est ébéniste, donc j'ai eu mes 2 CAP, menuisier et ébéniste. Et à la suite, maintenant, j'ai choisi la filière charpenterie. Et j'ai préparé un brevet de maîtrise. Je n'ai pas terminé le brevet de maîtrise, mais sur 5 UV, j'en ai eu 3. Mais tu étais déjà dans la profession. Voilà, j'étais déjà dans la profession. Justement, mon brevet de maîtrise, je m'y suis intéressé quand j'étais adulte. J'étais déjà père de famille et voilà. Et c'est la raison pour laquelle je n'ai pas pu continuer parce que j'avais des responsabilités. D'autres obligations. Voilà. Mais pourquoi avoir voulu repasser par la case formation, sachant que tu avais déjà le coup de main? Pour la simple et bonne raison, c'est que si on veut évoluer, si on veut progresser, il faut avoir aussi formation et diplôme. Ça, c'est très important. Ne pas se reposer sur ses acquis. Voilà, exactement. Toujours progresser. Néanmoins,
l'expérience professionnelle est là, hein, et est très importante. D'ailleurs, c'est ce qui prime, c'est l'expérience professionnelle. Ah, pour moi, c'est 90%. Voilà. Le 10% restant, effectivement, il faut Voilà. augmenter la Le théorie. diplôme, ça reste un bout de papier qu'on obtient. Des fois, on a la chance de passer, mais on ne vaut pas grand-chose. Donc, Pour moi, c'est le savoir-faire. le ce qui prime. savoir-faire, c'est important. Surtout dans vos métiers, on peut savoir parler, hein. Voilà. Ou être un bon vendeur, mais... J'ai été, moi, amoureux du bois. Dès le départ, le bois m'a plu. Et c'est magnifique, c'est extraordinaire d'avoir un bout de bois dans la main et d'en faire ce qu'on veut. Qu'est-ce que vous préférez dans le bois? C'est le toucher, l'odeur, c'est quoi? Qu'est-ce que vous préférez? Pour moi, le bois, c'est une femme. C'est ma seconde femme. Et j'aime le caresser. Et pourtant, je dis le, hein. Et la femme, on dit là. Mais c'est vrai, c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand on ponce une pièce de bois, quand on la sculpte et qu'on la touche avec On voit ses M. Soulia qui est en train de toucher, voilà. qui est en train de toucher son C'est bois quelque depuis chose tout à l'heure. d'extraordinaire. C'est quelque chose de magnifique. Et il faut aimer pour ressentir justement ce genre de choses. Ça C'est vous parle. particulier. Ça vous parle. C'est particulier comme métier. Parce que vous travaillez un peu du vivant quand même. Voilà, exactement. Vous avez tout dit. Le bois est un matériau vivant et qui transmet des ondes positives. Et quand on finit par communiquer avec le matériau qu'on utilise, qui est le bois, on finit par obtenir beaucoup de choses, puisque ça nous permet de créer, ça ouvre notre esprit, ça nous permet de créer, ça nous permet d'inventer. Quand on vous propose quelque chose, vous n'avez pas encore la solution, mais comme vous êtes un amoureux, vous allez vous coucher, vous en rêvez, jusqu'à trouver la solution à votre problème. Ça fait partie vraiment des métiers passion. Voilà. C'est De une travailler passion le bois. avant tout. Ça fait vraiment partie des métiers passion pour le sublimer. En tout cas, à Tradicas, donc on y travaille. Bon, il y a les tarifs qui vont avec, j'imagine. En plus, c'est du bois. Oui, c'est du bois. En fait, bon, l'expérience de Tradicas, c'est que justement, on a un métier de la charpenterie qui tend à disparaître, c'est-à-dire l'utilisation de tenons, mortaises et chevilles en bois. C'est ce que nos ancêtres faisaient. Toutes les cases en bois qui existaient avant ont été fabriquées comme ça, avec ce principe. Et le modernisme a fait qu'on a abandonné cette technique. Au profit de plein de clous, voilà, plein de vis, plein de vis, des assemblages, on dit francs, des assemblages à joints plats, mais quelque chose qui va beaucoup plus rapidement. Donc, la conjoncture est telle qu'on ne peut plus perdre du temps à fabriquer tenons, mortaises et chevilles en bois. Le temps, c'est de l'argent, malheureusement. Le temps, c'est de l'argent, mais qu'est-ce qui tient mieux dans le temps? Ah, justement. Notre maison en bois a fait ses preuves. Elle a traversé le temps. On parle du temps. Elle a traversé le temps. Et souvent, moi, je suis émerveillé de passer dans des quartiers, de voir des maisons qui ont elles sont debout plus toujours. de 100 ans. Exactement, qui ont des elles sont fois debout là toujours. jusqu'à 200 ans et qui sont debout toujours. Ce sont des bois aussi qui étaient coupés en bonne lune. Ce sont des bois qui étaient mûrs. Ce sont des bois qui avaient de la résine, donc qui pouvaient se défendre. Ce sont ceux-là qui sont debout toujours. Mais malheureusement, avec le modernisme, les bois sont arrivés, ils étaient moins traités, ou du moins, ils avaient duré moins longtemps, on les avait abattus plus rapidement. Du coup, ils n'avaient pas suffisamment de sève, ils n'avaient pas suffisamment de résine pour se défendre. Et du coup, ils étaient attaqués par les termites. D'accord. À un certain moment, on traitait le bois, mais en surface. Avant que n'arrive le système de traitement à cœur, avant, on ne faisait que traiter en surface. Et malheureusement, le traitement en surface était lavé par la pluie et le soleil. Et du coup, le traitement s'en allait et les poubois ne faisaient que c'est incroyable. Parce que si on regarde, en fait, tout ce qui est ancestral était fait pour la durée. Pour durer dans le long terme. Et ce qu'on fait maintenant, c'est toujours... le système de consommation. Obsolescence programmée, presque. Voilà. Oh. Donc, en tout cas, il reste des artisans, pas d'antan, mais qui ont
toujours les recettes, les bonnes recettes et les bons canaris d'antan. Et donc à Tradicaz, on fait... Voilà. Nous avons rappelle-moi le nom, tenon, mortaise et cheville en bois. tenon, mortaise et cheville en bois. Voilà. Très bien. Alors, avant de se quitter, on va quand même revenir sur l'événement de ce week-end, puisque vous allez présenter donc ces métiers du bois, tous autant qu'ils sont. Il y aura exposition aussi. Hein. Exposition, atelier, conférence, et surtout, il y a la tambola. La fameuse tambola où on doit gagner un abri bungalow d'une valeur de plus de 20 000 euros pour 5 euros. Donc les tickets sont en vente dans plusieurs points. Je donne déjà des numéros où on pourra appeler pour les avoir. Au 0690 95 95 37, 0690 71 38 89. Et il suffit d'appeler à l'association ou de venir sur le site. Il y a des points de vente. Ce sera où et quand, justement? Le 13 et 14 avril à Pointe-Noire, dans la zone artisanale des Plaines. Je dis bien, hein, prenez votre ticket dès maintenant. Parce que la dernière fois, on a dû arrêter la vente des tickets 30 minutes avant le tirage. Et il y avait une queue, on a dû arrêter. Tu connais, on aime bien dernière minute. Il y en a qui aiment arriver dernière minute. Mais je pense qu'il y en aura beaucoup en dernière minute aussi, quand même, parce que le lot est quand même... Hein, on ne le transporte pas dans le coffre de sa voiture. Hein, c'est très conséquent. 20 000 euros quand même de bungalow. C'est énorme. La dernière fois, vous en aviez fait gagner un de 30 000 euros. Oui. Et donc, vous tenez effectivement à toujours mettre le bois en avant, mais aussi faire profiter les Guadeloupéens qui participent à cet événement. C'est surtout faire connaître la filière, hein, et comprendre que vraiment cette filière est vraiment une filière d'avenir. Permettre à un jeune ou une famille de donner à son enfant un bungalow pour démarrer la vie, c'est déjà pas mal. Hein? C'est déjà pas mal, oui. Très clairement. Et c'est tellement vrai ce qu'il disait au niveau du bois. C'est peut-être pour ça qu'on est là. On est vraiment des amoureux du bois parce qu'on est né dedans. Moi, personnellement, l'ADN, je l'ai. Je suis né dans le bois. Grand-père, aïeul, tous. Et ce qui fait aujourd'hui qu'on est devenus des charpentiers. Mais ce qui est surtout important, c'est le savoir-faire ancestral. Ce qu'il disait pour le bois, des coupes, il fallait des saisons, des périodes pour le couper. Mais il y avait une science, ce savoir. C'est l'école ancestrale. Voilà. Il y avait une science. On n'allait pas couper du bois comme ça. Il fallait attendre la période qu'il fallait pour aller le couper. Même positionner une maison, il ne le positionnait pas n'importe où. C'est vrai. Et cette science, nous l'avons encore. C'est pour ça que je dis nous sommes les derniers remparts à transmettre. C'est pour ça que nous menons ce combat. Excellent. Il faut dire aussi que, justement, quand on parle de à quel moment couper le bois, il est important de savoir que la période lunaire, c'est propice, c'est, on dirait déjà 3 jours après la pleine lune, jusqu'au dernier jour du dernier quartier. Alors là, vous pouvez couper du bois, ça va repousser tranquillement, voilà. Mais si jamais vous coupez du bois vers la lune montante, donc ça risque de ne pas recevoir, de prendre du temps. Voilà, donc c'est l'école ancestrale en attendant d'avoir nos arboriculteurs. Notre arboriculteur qui va conserver justement les recettes ancestrales et les méthodes ancestrales dans tous les cas. Et ce que M. Sula n'a pas dit, c'est qu'il est sorti de Marie-Galante pour habiller une maison moderne avec les golettes. Vous avez vu cette maison, on a vu passer à plusieurs reprises à l'écran. Parce que le but final, ça va vraiment être d'avoir des mix possibles entre l'ancestralité et la nouveauté. Comme ça, tout le monde pourra trouver son compte. Ceux qui aiment particulièrement le local trouveront leur compte, et ceux qui aiment les lignes un peu plus épurées trouveront aussi leur compte. On peut marier les deux, par exemple avec une jolie case créole, une partie en naissante, ou bien si on veut, une partie avec la golette. Tout simplement. Et avoir une maison originale dans ce cas-là, avec des bois précieux pour certains, durables pour d'autres, en tout cas les bons cocktails que nos ancêtres faisaient, vous arrivez à faire mieux, on peut le dire. Et aussi en bambou, on n'a pas eu le temps d'en parler, mais ce week-end-là, il y aura une masterclass sur le bambou, construire avec le bambou. Voilà. Oui. Bambou ? Oui, le bambou de Guadeloupe, voilà. Construire une maison ou... Construire une maison, faire des objets, concevoir des objets. Parce que le bambou, ça se gaspille ici. Hein. Ah ben justement, c'est pour ça. Ça se gaspille ici, vraiment. C'est pour ça que là aussi, il y a une filière qui doit être créée pour le bambou. Voilà. La transition écologique aussi sera présente.
Ça, charbon actif. ça va être une grande question Ouais. sur la transformation aussi, sur le coco aussi. Sur le On va parler du coco. coco, et sur le coco, surtout avec la coque de coco pour faire le charbon actif. D'accord? Et éviter vraiment le gaspillage en récupérant les copeaux de bois pour faire du charbon. Bon, alors pourquoi, je veux dire, le repas des miels de nos mouches, parce que le meilleur charbon dit que c'est le campèche, c'est le bois campèche. Et où est-ce qu'ils s'approvisionnent les miels, les mouches? Ah oui, c'est vrai que les abeilles adorent le campèche. Ah ben, bien C'est sûr. vrai, c'est vrai. Bien sûr. La Donc, nature, c'est quelque chose de bien fait. Dans mais tous les cas, c'est assez. très bien fait. En tout cas, on invite tous les téléspectateurs à participer donc à ces rencontres autour des métiers du bois les 13 et 14 avril prochains. Ce sera du côté de la Maison du Bois, donc à Pointe-Noire. N'hésitez pas à les contacter. Il y a un bungalow à gagner. Participation 5 € pour la tombola. 20 000 € quand même la valeur du bungalow. Donc n'hésitez pas. Merci encore à vous tous d'être venus sur ce plateau ce soir. Je pense qu'on se reverra sur la prochaine édition, Monsieur Mango. N'hésitez pas qu'on parle effectivement de l'évolution, à savoir si vous pouvez récupérer cette fortune qui est en train de dormir 1400 hectares. C'est énorme. Les gens, je ne sais pas si les gens se rendent compte du nombre de millions et du nombre de zéros que ça représente, mais c'est énorme, c'est beaucoup d'emplois en perspective et c'est un bel avenir aussi pour notre île. En tout cas, merci pour le travail que vous réalisez tout au long de l'année avec le bois et la sensibilisation que vous faites aussi pour cette filière. En Merci attendant, encore. monsieur, est-ce que Canadis pourrait peut-être faire passer sa commande de maison Golette? Moi, j'ai pas de maison, mais il faut voir. Faut proposer, faut proposer. Ben oui. Une bonne soirée à vous. Merci. Bye bye. Merci.